Bonsoir à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS. À la tête d'un petit pays richissime, largement grâce au pétrole, il s'est rendu indispensable pendant plus de 40 ans, notamment auprès de tous les chefs d'État français. Le président gabonais Omar Bongo vient donc de mourir officiellement lundi à l'âge de 73 ans. Le Gabon, 1 400 000 habitants et 52 ministres. Nous avons intitulé cette émission Bongo, l'ami gabonais. Et voici les invités qui ont accepté de participer à cette émission en direct. Vincent Hugueux est grand reporter au service Monde du magazine L'Express. Vous êtes spécialiste de politique internationale et travaillez en particulier sur l'Afrique. Votre livre, Les sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l'Afrique, est édité chez Fayard. Antoine Glaser est bien entendu rédacteur en chef de La Lettre du Continent. Rappelant qu'il s'agit d'une lettre d'information sur l'Afrique et ses hommes d'influence. Votre dernier livre, Sarko en Afrique, est lui publié chez Plomb avec Stephen Smith. James Ngumbu est lui aussi journaliste, secrétaire général de la PPA. Il s'agit de l'Association de la presse panafricaine. Vous êtes journaliste indépendant. Enfin, Pierre Servan est expert militaire, colonel de réserve. Vous avez servi comme officier, notamment en Afrique. Et votre dernier livre est paru chez Buchet-Chastel. Il s'agit des guerres modernes racontées aux civils et aux militaires. Qui a rencontré le président Bongo autour de cette table? Je vous vois. Allez. Dans quelles circonstances? Et puis voilà, quand on était face à lui, ça donnait quoi? Nous sommes en novembre 2005. Il mène campagne pour sa réélection évidemment triomphale. Et j'ai l'autorisation de le suivre en province pendant toute une semaine. Il y a là un aréopage d'officiels phénoménal, une flotte aérienne impressionnante, avec Falcon à la clé. Et alors, plus fascinant encore, à chaque escale, 2 types de champagne, du millésimé pour le patron et son entourage, et un champagne plus quelconque pour le reste de la suite. Vous étiez dans le quelconque, vous dans le... Ah ben, j'y tiens beaucoup. Et ce qui d'ailleurs, s'agissant de El Hadj Omar Bongo Ondimba, dont la conversion en 1973 à l'islam avait beaucoup dérouté cette population chrétienne et animiste pour l'essentiel, c'était assez singulier. Mais quand il a reçu d'ailleurs Nicolas Sarkozy en juillet 2007, il y avait aussi sur chaque table, dans le banquet final somptueux du Palais du bord de mer, une bouteille de champagne millésimé à l'effigie cette fois-ci de El Hadj. Alors j'ai eu à cette occasion la possibilité de le voir. Ça a été assez compliqué parce que le rendez-vous a été pris après un échange un peu vif. Je lui avais rappelé un propos qu'il avait tenu dans Jeune Afrique en disant qu'il se retirerait à la faveur de la prochaine échéance présidentielle. Et lorsque je lui ai rappelé et je lui ai montré la citation en question, il m'a dit « Vous les journalistes, mais vous racontez vraiment n'importe quoi !» Et puis ensuite, il m'a rattrapé par la manche, par l'entremise de Paul Tungui, un des prétendants à la succession, nous en reparlerons. Et voilà, je me retrouve donc dans ce fameux bureau, ce bureau immense, avec l'estrade, le bureau du patron, le coffre derrière, je ne saurais jamais ce qu'il contenait, Dieu merci, et puis le mur d'images à droite. Oui. Car Omar Bongo était fasciné par les chaînes, notamment les chaînes d'information continue. Oui. Ça tournait en permanence. Il paraît qu'il était très intéressé par les chaînes d'information continue. Absolument. L'ennui, c'est qu'il était un peu fatigué, un peu las de cette campagne électorale trépidante, et qu'à plusieurs reprises, pendant notre conversation, il s'est assoupi. Ce qui était un peu embarrassant, il y avait donc Paul Tungui qui était sur le côté et qui de temps en temps tout sautait pour essayer de le ramener à la conscience. Et ce qui était gênant, c'est que parfois il répondait à la question 1 alors que je venais de poser la 3. Mais au bout du bout, on a pu faire une interview d'ailleurs assez drôle que on a repassé sur notre site aujourd'hui. Je vous le dis sincèrement, j'ai lu toute la journée des biographies, des papiers d'ailleurs, généralement amusants, parfois angoissants, enfin bref, sur ce personnage. Je n'arrive pas à me forger d'opinion. Si je vous dis qui était Omar Bongo, alors il y a 10 000 façons de le définir. On peut dire, voilà, c'est l'extraordinaire ascension d'un gars qui avait commencé comme postier. Oui. C'est une réalité. Mais bon, voilà. Vous, l'homme que vous avez croisé, qu'est-ce que vous diriez de lui, déjà humainement, enfin, je dirais que c'est sans doute le chef d'État africain, paix à ses cendres aujourd'hui, le plus roué, le plus madré, le plus tactiquement au taquet quand il s'agit de jouer les uns les autres. Oui, sans doute. Bah voilà, l'art avec l'art consommé avec lequel il a par exemple joué pour faire en sorte que les rivalités ethniques, claniques, régionales, de caste ne viennent pas entraver son projet très personnel pour le Gabon, le place parmi les hommes politiques de premier abord. Il n'y a pas aujourd'hui, mis à part Laurent Gbagbo sur un autre registre, en Afrique, d'hommes politiques aussi malins, aussi futés que lui. Vous avez goûté du bureau présidentiel, vous aussi, Pierre Servan?
Oui, mais alors dans un registre différent et bien modestement, puisque c'était C'est bien, sous le bon oh, non, non, je ne l'ai pas connu. C'était pas ce champagne-là. Voilà, c'est extraordinaire. On a bu des jus de fruits. Mais c'était en 1996, et à l'époque j'étais conseiller du ministre de la Défense, donc c'était un voyage officiel. Mais deux souvenirs. Le premier, c'est qu'on nous avait suggéré, en tout cas l'entourage présidentiel du président gabonais, nous avait incité à interroger le président sur les photos de ces différentes rencontres avec les présidents français. Ah bah oui. Et il avait effectivement sur son bureau, alors je ne me souviens bien plus le positionnement, mais effectivement une galerie de portraits très étonnante, puisqu'elle commençait avec le général de Gaulle, et à l'époque c'était Jacques Chirac, et qu'on a démarré par là, et que visiblement il y avait une fierté, un attachement à ces marques personnelles de sympathie, à ce lien qu'il avait lui avec tous les chefs d'État de la Ve République, donc c'était très frappant. Et la seconde chose, c'est lors des échanges, une connaissance de la vie politique française absolument parfaite. Donc il avait une connaissance d'une subtilité, et donc on se retrouvait comme si on était face à n'importe quel leader français politique de bon niveau. Vous sauriez nous dresser un portrait, vous aussi, de James Ngombo? Parce que c'est vrai que c'est... Oui, moi malheureusement... je vous ai vu, quand j'ai dit est-ce que c'est le plus intelligent, je vous ai vu dire oui, de toute évidence. Je ne l'ai pas rencontré, mais je crois que ce qu'il faut dire de Omar Bongo, c'est une personnalité assez différente par rapport au chef d'État africain. D'abord, par la longévité de sa carrière, 41 ans au pouvoir, ça a été différent par rapport aux autres. Mais le seul élément que je peux retenir, c'est d'abord sa façon de diriger. Donc chez Omar Bongo, il n'y avait pas une différence entre les opposants gabonais et les opposants de toute l'Afrique. Donc Omar Bongo rencontrait tous ses opposants et il les recevait. Et ce qui est encore curieux, pour les rencontrer, il appelait les présidents. Par exemple, je me rappelle encore quand j'étais à Kinshasa, alors qu'il devrait recevoir Moustapha Niasse, qui est venu au Congo pour parler les Sénégalais qui est venu pour parler de la paix au Congo. Mais il a d'abord prévenu le président Ouad. Il l'a appelé, je vais les recevoir, et ensuite il discute. Donc pour moi, Omar Bongo part... Pardonnez-moi, là ce que vous décrivez, c'est un homme qui est capable de tisser des réseaux absolument incroyables. Il a tissé des réseaux et qui ne bouge pas un stylo sans avoir prévenu le cousin du stylo. C'est ça comme j'ai dit à Vincent, c'est ça l'intelligence. Hein. Il a essayé un peu de mettre tout le monde d'abord dans ses poches. Hein, parce qu'il faut revenir comme ça, parce qu'il discute avec tout le monde, avec le même langage et avec la même intelligence. Oui, donc c'est ça un peu la différence par rapport aux autres. Une énorme flopée, moi, de journalistes que j'ai rencontrés et qui sont allés interviewer, qui arrivaient avec des dossiers comme ça pour le questionner parfois rudement, globalement ont tous été, je ne vais pas vous dire retournés, mais enfin il semblerait qu'ils soient d'un charme, d'une drôlerie, et avec une capacité de retournement. On aurait dit un embobineur de façon à la fois amicale et critique. Il y avait de ça, non? Oui, bon, c'est vrai. Ça va être difficile, hein, parce qu'il faut pas oublier l'essentiel. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était avec mon ami Stephen Smith pour faire le livre Sarko en Afrique, et c'était en juin 2008. Et très honnêtement, il était déjà malade, contrairement à ce qu'il était déjà malade. Il avait vraiment une distance par rapport au pouvoir. On a vu uniquement avec Pascaline Bongo, et c'était intéressant parce qu'à un moment donné, on lui a dit finalement, Pascaline Bongo, votre directrice de cabinet, on dit que c'est votre totem, c'est finalement, elle détient tous les secrets. Il a dit non, un style, elle c'est elle, moi c'est moi. C'était d'abord un chef de village qui avait ses propres secrets, qui gérait seul. Il gérait seul le premier cercle, le deuxième cercle régional, et aussi au niveau national et international, et toujours en lien avec Paris. Il avait vraiment le regard tourné vers la Tour Eiffel. C'est vraiment le seul dirigeant, c'est le plus français des dirigeants africains. Quand on va discuter un peu je comprends que les Gabonais, parfois, disent finalement il s'occupait plus de ce qui se passait en France que ce qui se passait au Gabon. C'est ça qui est absolument étonnant. C'était vraiment notre homme à Libreville sur un demi-siècle et qui rendait des services, que ce soit la photo de Carla Bruni, que ce soit l'évacuation des Français du Tchad, que ce soit les mercenariats au temps de la guerre froide. Je veux dire, c'est incroyable ce que ce petit bonhomme, finalement, a actionné, et les réseaux aussi qu'il avait en France.